Bonjour tout le monde, moi c'est Sacha de Cloménil. Je suis consultant aussi en médias sociaux notamment et en stratégie interactive. Et je connais bien les médias sociaux parce qu'il y a quelques années, je travaillais pour la Fondation Chagnon. Je travaillais notamment pour Passeport Santé, on va vous en parler un petit peu plus tard. Et là, j'ai eu une bonne idée, je me suis dit, les blogs, là, c'était il y a 3-4 ans, comment ça fonctionne exactement? J'ai décidé de créer le mien, mon propre blog qui s'appelle La Fontaine de Pierre, dans lequel je parle justement de philanthropie 2.0. Et j'ai jamais rien appris d'aussi intéressant sur la philanthropie 2.0 que depuis que je suis devenu moi-même un blogueur sur la question. Donc c'est évidemment quelque chose que je recommande au plus haut point pour tous les organismes qui sont là. Les blogs, j'en parle pas très longtemps parce qu'il y en a d'autres qui vont vous en parler plus en détail après moi et cet après-midi. Mais en général, quand on parle de médias sociaux et de stratégie 2.0, le bon vieux buzzword, les blogs sont vraiment au centre, au cœur de tout ça parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer du contenu et ensuite créer la discussion autour de ce contenu-là. On a tendance à dire content is king parce que c'est vraiment votre contenu qui va être partagé. C'est votre valeur ajoutée que vous devez avoir sur les médias sociaux. Il faut aussi un petit peu se méfier des effets de mode. Cette année, on nous parle énormément de Twitter parce que c'est comme la révélation de l'année. On va vous parler aussi de Foursquare éventuellement. Twitter, c'est très très bien. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est pas parce que tout le monde parle de Twitter aujourd'hui qu'il faut se précipiter là-dessus et oublier quelque chose qui est devenu un petit peu moins à la mode et qui est pourtant toujours aussi pertinent, comme les blogs par exemple. Les blogs, c'est marrant, j'ai quasiment le même dessin que mon ami Martin, mais alors je vais passer, c'est tout simplement pour dire qu'on a notre contenu, notre pertinence, elle est là, et ensuite elle va aller rayonner sur les différentes plateformes de médias sociaux, et on va voir ensuite comment utiliser ces différentes plateformes. On parle aussi beaucoup de Facebook. Alors c'est sûr que quand on a un organisme caritatif, une ONG, c'est très intéressant d'être sur Facebook parce que ça nous donne une possibilité de rejoindre beaucoup de monde. On a tendance à dire aujourd'hui qu'il y a quasiment 60% de la population qui est déjà sur Facebook, donc il y a potentiellement l'opportunité d'aller les rejoindre là. On me demande souvent, oui, Facebook, est-ce que je devrais faire plutôt une page ou plutôt un groupe? En fait, ça dépend. On peut faire un groupe, comme ici présentement, c'est le groupe d'Amnesty International, section francophone canadienne. L'avantage d'un groupe, c'est que n'importe qui peut y aller, peut venir poster directement des messages et des informations sur votre groupe. C'est quelque chose de très ouvert finalement. Alors que quand on considère une page, ici c'est la page du WWF Monde, qui a celle-ci un demi-million de membres actifs, je pense, on est plus en charge de la page et en plus en charge du contenu. C'est moi qui suis le porteur du micro. Et donc c'est un petit peu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser des questions, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas réagir, mais c'est beaucoup plus canalisé. Vous allez avoir vos billets qui souvent d'ailleurs viennent généralement on essaye d'avoir votre propre blog. Je vous montre ici, là, on a, comment ça marche ma petite affaire, je vais vous montrer. Ici on a donc le titre du billet et dessous on a l'adresse panda.org. En fait c'est un site ou un micro-site ou un blog, peu importe, qui est envoyé sur notre page Facebook. Et ensuite on voit au-dessous qu'il y a plus de 3700 personnes qui ont aimé ça et d'autres qui ont donné des commentaires. Donc le fait d'être sur Facebook ne vous dispense pas, on peut difficilement faire l'économie d'avoir une plateforme qui nous appartient, qui est généralement notre blog ou notre site internet si on ne veut pas de le dire. Alors, le groupe ou encore la page, ou encore, on voit ça de plus en plus, le profil. On peut tout simplement se créer un profil. Théoriquement, monsieur Facebook n'aime pas trop qu'on crée des profils pour des gens qui ne soient pas nom, prénom, Sacha de Cloménil, et que ce ne soit pas réel. Ceci dit, il y a au moins 5 ans de Jésus-Christ sur Facebook et ça ne choque pas vraiment M. Zuckerberg. Donc j'aime bien aussi le fait de faire un profil. Ça peut être quelque chose de peut-être plus rapide et les gens vont avoir tendance à devenir amis. On peut aussi échanger comme ça. Il faut savoir que selon la taille aussi de votre OSBL, sur un profil, vous n'aurez jamais plus de 5000 membres. On n'est peut-être pas rendu là tout de suite, mais il faut quand même y penser, alors que sur une page, c'est potentiellement illimité. Ça, c'est pour Facebook. Maintenant, on nous parle beaucoup de Twitter. Qu'est-ce qui se passe avec Twitter? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Est-ce qu'on a intérêt d'y aller ou pas? J'aurais tendance à répondre ce que je réponds toujours, c'est que ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend des ressources que vous avez, ça dépend de votre degré de confort avec les technologies modernes. Twitter, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, au Québec, ça correspond à 4% de la population. Seulement 4% de la population est sur Twitter au Québec. Certes. En même temps, si vous deviez utiliser vos budgets marketing pour ne parler que à 4% de la population, il se trouve que ce serait sûrement ces 4%-là. Ce sont les 4% où il y a là-dedans beaucoup d'influenceurs, d'ambassadeurs de marque, des journalistes, des gens qui eux-mêmes ont un réseau et qui l'entretiennent.
Alors, il y a certaines marques, certains organismes qui sont plus ou moins à succès sur Twitter, qui arrivent à mener la conversation. Autant sur Facebook, on a tendance à diffuser notre contenu. Remarquez aussi que quand on va sur Twitter, on a ici des petits URL à chaque fois qui généralement ont tendance à provenir de notre propre site, encore une fois, que ce soit notre blog ou notre site parallèle, mais ça peut être aussi des sites différents qui ne nous appartiennent pas forcément, mais dont l'information est pertinente pour notre cause. Le me, myself and I sur Twitter et les médias sociaux, ça devient vite fatigant. Donc il faut encore une fois avoir sa valeur ajoutée et créer quelque chose qui a de la valeur pour les gens qui nous suivent et pas systématiquement renvoyer à notre propre contenu. Ça, c'est une bonne règle de base. Donc ici, Imagine Canada, qui a un profil Twitter qui marche très bien, qui est très suivi, plus de 7000 followers, et il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, les suivez peut-être. Et il y en a d'autres au Québec, ça c'est Centre du Québec, qui s'y met. C'est beaucoup plus récent, mais on voit que ça commence à arriver tranquillement. Il n'y a pas non plus de course au nombre de followers, les marchés ne sont pas forcément les mêmes non plus. Moi je dis toujours qu'il vaut mieux avoir un petit groupe de gens qui nous suivent et qui sont vraiment intéressés par ce qu'on dit, et qui vont le retweeter, qui vont savoir, qui vont en parler autour d'eux, plutôt qu'un gigantesque groupe qui ne nous écoute jamais. Ça, c'est par exemple le cas d'un tweet qui est intéressant, qui a une valeur ajoutée. Pour un donateur, on se demande toujours qu'est-ce qui se passe avec notre argent. Ça, c'est le genre d'information qu'on est content en tant que donateur de recevoir de la part de notre organisme. Souvent, on a tendance à donner, ou souvent les organismes ont tendance à arrêter un petit peu la relation avec le don, la demande de don, et on a un petit peu de mal à informer sur ce qu'il advient du don. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Les outils sociaux, les réseaux sociaux sont très utiles, très efficaces pour faire ça. Je donne un exemple, je ne sais pas si tu veux en parler, de Stéphanie Lapointe. Twitter, j'aime ça aussi beaucoup pour tout ce qui est événementiel. On peut partir, par exemple, pour une cause à Haïti, quand on est une célébrité, et en parler, tenir au courant nos fan clubs et les gens qui sont sensibles à la cause, et informer régulièrement. Et impliquer aussi, là on voit le CECI Canada, dans nos différentes discussions. Donc ça c'est quelque chose, Twitter c'est bien pour informer de manière très très générale ou de manière purement événementielle. Là juste un petit retour en arrière, Stéphanie Lapointe est partie en Haïti avec la coalition humanitaire et donc elle a ouvert son Twitter spécifique pour informer au fur et à mesure de ce qui se passait quand elle était là-bas. Il y a un petit phénomène aussi que peut-être les initiés ne connaissent pas trop sur Twitter, il y a ce qu'on appelle un hashtag, un nom un petit peu barbare, c'est un petit dièse finalement. Et quand on est sur Twitter, on peut faire des recherches par nom, les gens qui mettent leur propre avatar, ou par hashtag. Donc on peut créer des hashtags et aux États-Unis, il y a le Charity Tuesday. Donc tous les mardis, il y a une sorte de petit rituel où on a tendance à parler de notre ONG ou nos SBL préférés. Donc selon qui on est, si on est nous-mêmes une OSBL, on peut un petit peu sensibiliser à notre propre cause et donner de l'information en profitant de ce Charity Tuesday. Et si on est par contre le commun des mortels, un suiveur d'une ONG, on peut profiter de ce Charity Tuesday pour mentionner les différentes OSBL qui nous tiennent vraiment à cœur et en parler finalement à l'ensemble de notre auditoire pour les faire rayonner. Souvent on dit oui, les médias sociaux, ça nous permet d'avoir une visibilité dans le monde du web, dans le monde 2.0, puis ça a l'air d'être un monde un peu secondaire, parallèle, on ne sait pas trop où c'est tout ça. Mais en fait, on a tendance à oublier un peu trop souvent que ce qui est très très intéressant avec les médias sociaux, c'est de permettre et d'autoriser des rencontres offline, de faire en sorte qu'on se rencontre dans une vraie salle et qu'on ait des vraies discussions. Il y a des rencontres de blogueurs qui vont se réunir dans des bars régulièrement. Le Twestival, ça se passe une fois par an, c'est une organisation qui est mondiale, mais qui, en fonction des différentes villes, va organiser aussi une soirée et où on va donner pour une cause. Donc tous les ans, ça change. L'année dernière, c'était Charity Water, si je me souviens bien. Souvent, c'est une cause américaine, parce que c'est un événement qui est venu de là. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut utiliser souvent les médias sociaux pour créer des rencontres aussi offline dans la vraie vie, pas juste sur les réseaux.